Je me présente un peu pour savoir d'où je parle parce que j'ai une position scientifique un peu particulière. J'ai été PLP maths sciences durant 10 ans, et puis je suis actuellement chercheur en sciences de l'éducation spécialisé en éducation mathématique dans la filière professionnelle scolarisée. Je parlerai pas mal de l'enseignement des maths, avec une entrée didactique, c'est-à-dire un focus sur les contenus d'enseignement, d'apprentissage et puis les disciplines scolaires. Alors je me suis dans le cadre de ce séminaire intéressé plus particulièrement à la question 2, sur comment le lycée professionnel arrive-t-il à concilier la relation entre savoir théorique, savoir pratique, utile, culturel. Quel bilan on peut tirer des expériences antérieures conduites dans ce domaine et quel acquis pédagogique pourrait-on attendre au collège ou au lycée. Alors, la première partie de la question, je dirais, est peu évidente, parce que la définition des savoirs théoriques, pratiques, culturels donne lieu à un certain nombre de discussions, notamment au niveau de la recherche. Et les découpages, distinctions proposées ne sont pas facilement mobilisables lorsque l'on vient, du coup, à domaine de la formation professionnelle. Si je prends l'exemple du théorème de Thalès, pour rappeler quelques souvenirs à pas mal de monde. Ce théorème de Thalès permet de calculer les rapports de longueur dans un triangle coupé par une droite parallèle à un des côtés. C'est un savoir théorique si l'on considère l'objet mathématique qui peut être relié à la théorie des proportions. C'est aussi un savoir pratique lorsque l'on prend la formule petit sur grand pour calculer une longueur. C'est un savoir, je dirais, utilitaire lorsqu'il est défini à partir de son utilisation professionnelle ou plus largement lorsque l'on fait référence à ce savoir dans la résolution de problèmes usuels, professionnels, mais aussi mathématiques. C'est aussi un savoir utilitaire mathématique de ce côté-là. C'est aussi un savoir, je dirais, culturel, parce qu'il fait partie du bagage de culture mathématique que tout le monde doit posséder, si l'on fait référence à la scolarité obligatoire. Et quand je parle du théorème de Thalès, ça engage des souvenirs à tout le monde, sans forcément savoir vraiment de quoi on parle. C'est aussi une culture plus générale, lorsqu'on fait référence, par exemple, à l'histoire du théorème et à Thalès de Milet qui voulait mesurer la hauteur des pyramides. Et puis référence à son utilisation dans des constructions antiques, et on trouve de telles références dans des vieilles leçons types des années 40. Bon, il peut faire aussi partie d'un bagage de culture professionnelle, par exemple comme théorie explicative pour mesurer des arbres en forêt, ou partager une lambourde, donc un grand bout de bois en trois qu'on est sur un chantier et qu'on n'a pas forcément de règles pour pouvoir le faire. Donc afin de sortir de ce labyrinthe de mots et d'acceptions, je vais aborder la question du point de vue subjectif des acteurs et de l'institution, en m'intéressant comment ils ont découpé, catégorisé les savoirs, selon quelle finalité, à partir de quoi, et ainsi saisir quelles articulations, conciliations ils proposent entre ces savoirs. Et je vais traiter plus particulièrement deux points. Le premier point concerne la distinction des savoirs construite par les acteurs de la formation professionnelle à partir des représentations qu'ils ont des élèves. Donc, je vais reprendre certains points qui ont été dits et puis en approfondir avec un angle un peu particulier. Si je commence par ce point, c'est pour en souligner l'importance. Parce qu'il me semble que l'on néglige parfois l'impact de ces représentations dans la structuration même de la formation et des enseignements. Le second point portera sur les enjeux de formation méthodique et complète, hein, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Vincent, et de transmission d'une culture technique, je le remercie d'avoir déjà labouré le terrain, qui traverse la formation professionnelle scolarisée, de sa mise en place en 1945 jusqu'à aujourd'hui, et qui conduit aussi à une certaine catégorisation des formes de savoir. Et puis j'aborderai une dernière partie de la question sur les tentatives pour faire des ponts, et puis les acquis pédagogiques que l'on pourrait être. Concernant le point 1 sur la représentation sur les élèves. Alors, on en a parlé, mais je reviens un peu dessus. Dans son article de 2001, les élèves de LP à l'épreuve des savoirs, Aziz Djellab montre que le discours institutionnel, supposant que les élèves orientés en LP sont des manuels, et considérant que c'est un public fâché avec les études, donne une assise idéologique à ce qui est rappelé avec récurrence face aux apprenants et par les apprenants. Il serait enclin à ne penser leur rapport au LP que sous l'angle d'un rapport manuel et pratique aux apprentissages. Forts du contexte social dans lequel ils évoluent et de leur passé scolaire, les élèves de LP développeraient essentiellement un rapport pratique au savoir. Ils mesureraient en quelque sorte l'intérêt aux activités proposées et la légitimité des connaissances enseignées à l'aune de leur utilité et de leur caractère pratique. Ils valoriseraient ainsi fortement l'apprentissage empirique et les savoirs professionnels,
permettant une action directe sur la réalité, tandis qu'il rejetterait la théorie et les savoirs décontextualisés. On peut voir ici, à partir de cette étude sur le rapport au savoir des élèves, une façon dichotomique de penser pour les acteurs, les savoirs enseignés au LP. Empirisme et savoir professionnel d'un côté, théorique et savoir décontextualisé de l'autre. Pour bien saisir comment le LP arrive à concilier la relation entre ces savoirs, il est intéressant de regarder comment les représentations que les professeurs et plus globalement l'institution ont des élèves transforment leur façon d'appréhender l'enseignement et plus généralement la structure de la formation. Les interrogations sur le sens que les élèves accordent au savoir n'est pas nouvelle. Elle se pose dès 1945, au moment de la scolarisation d'une partie de la formation professionnelle. Si je prends l'exemple de l'enseignement mathématique, qui est intéressant, pas simplement parce que j'étais ancien prof de maths et que j'ai travaillé dessus, mais parce que cet enseignement-là doit à la fois donner des connaissances pratiques, en fournissant des outils pour résoudre des problèmes professionnels, mais aussi à insister sur la formation de l'esprit et le raisonnement abstrait. Eh bien, pour cet enseignement, on trouve depuis 1945 le genre de propos institutionnels mis en avant dans l'article d'Aziz Djellal. Je cite, hein, et c'est des citations de 1945 jusqu'à presque maintenant. Quel enseignement mathématique mené pour des élèves en difficulté et même incapables d'abstraction, qui ne peuvent pas apprendre, en rupture avec les mathématiques et l'école en général, les moins doués. En 71, on disait des éclopés du système des enseignements classiques et qui sont uniquement intéressés par le métier, des visuels, des manuels, plus que des intellectuels, des élèves difficiles qui ont besoin de restaurer une image positive d'eux-mêmes et qui doivent être réconciliés avec l'école. Sous cette apparente similitude des termes, depuis environ 80 ans, se cachent de multiples glissements de la façon dont les élèves sont appréhendés. Glissements qui conduisent à une évolution au fil du temps de la structuration de la formation et des savoirs au sein de la formation professionnelle. Dans la période d'après-guerre, Vincent l'a rappelé, marquée par une pénurie de main-d'œuvre, la filière professionnelle est recherchée, mais relève toutefois, selon les spécialités, comme une orientation plus ou moins désirée. Si certains enseignants mettent en avant les difficultés en mathématiques des élèves qui l'intègrent, c'est principalement en plein que les acteurs éducatifs les évoquent. Ils opposent le goût pour l'action, la matérialité des choses de ce futur professionnel, préparé au monde moderne, apte à travailler. Ils opposent donc au bachelier mathématicien, latiniste, enclin à la spéculation intellectuelle, mais qui ne sait rien faire. Fort de ces spécificités, l'enseignement mathématique doit associer apprentissage de savoir-faire, formation de l'esprit et ouverture sur le monde. Si on reprend des vieilles formules, la main, la tête, le cœur. Les méthodes de l'enseignement mathématique doivent s'inscrire dans une doctrine pédagogique de l'ordre technique, de l'enseignement technique, qui vise à associer action et réflexion. Il s'agit, par exemple, d'articuler concret, abstrait, concret, induction et déduction. Les savoirs pratiques et théoriques, pourrait-on dire, se co-construisent en quelque sorte à partir d'une situation professionnelle ou usuelle qui va poser problème. Les élèves l'explorent, construisent ou voient la nécessité d'utiliser une connaissance mathématique, ils en infèrent les propriétés, qui sont alors stabilisées par la théorie et les démonstrations, et la connaissance est ensuite réutilisée pour résoudre des problèmes pratiques. Il s'agit en somme de former un ouvrier utilisateur des mathématiques. À la fin des années 60, ces principes pédagogiques sont bouleversés. La période est marquée par un processus de dévalorisation de la voie professionnelle, qui devient une filière de seconde zone, ça a été dit, pour des élèves ne disposant pas des résultats suffisants, notamment en mathématiques, pour poursuivre en filière générale. La réforme des mathématiques modernes, dans les années 70, qui s'opère à cette époque-là, dans l'ensemble du système éducatif, de la maternelle aux facultés, pour reprendre le slogan de l'époque, place la théorie au cœur des apprentissages. Apprentissage qui repose sur l'activité des élèves pour construire et non plus utiliser les connaissances. Et là, on assiste à un premier glissement. L'élève du professionnel n'est plus pensé en plein dans ses spécificités,
mais comme un élève, comme les autres, on revient sur les questions d'orientation et de tri, hein, caractérisé par son inaptitude à apprendre des mathématiques abstraites, ce qui lui a valu, bien sûr, son orientation dans la filière professionnelle. Les mathématiques sont désignées alors comme une discipline auxiliaire des disciplines professionnelles et deviennent en quelque sorte un enseignement ressource. L'enjeu est tout d'abord de donner une vraie culture disciplinaire en mathématiques, former un élève mathématicien donc, puis de montrer par la suite aux élèves comment on se sert de cette culture. Dans l'enseignement de la discipline, les problèmes purement mathématiques remplacent ceux professionnels pour l'étude des notions. Même si, du coup, la résolution de problèmes professionnels, la formation reste tout du moins un horizon de formation qui est relativement prégnant. Contrairement à la période précédente, la théorie abstraite vient avant la pratique et est censée l'éclairer. Mais comme les élèves qui arrivent en lycée dans les lycées d'enseignement professionnel, les LEP, sur la base d'un diagnostic d'échec, justement à comprendre la théorie, enseignants et inspecteurs ont conclu bien vite qu'ils ne peuvent pas comprendre les mathématiques et qu'ils ne sont intéressés que par la pratique. Je cite ici deux formateurs. Ils ne semblent rien savoir, du moins, ils ne savent rien en ce qui concerne ce que l'on attend d'eux à ce jour. Ils ne savent pas calculer, ni pourquoi on calcule. Il y a des points d'exclamation partout. Ils ne voient pas l'utilité des axiomes ou des théorèmes qu'ils paraissent d'ailleurs n'avoir jamais vus. Et surtout, ils doutent de l'utilité des mathématiques. Celles-ci ne représentent en général pour eux qu'une série d'échecs. Antoine Léon note à l'époque que tout se passe comme si les enseignants de collège d'enseignement technique, ancêtres des lycées d'enseignement professionnel, définissaient leurs propres élèves comme des esprits concrets, incapables de parvenir à des opérations intellectuelles plus poussées. Donc la démarche du concret devient maintenant une catégorisation de l'esprit des élèves. Bien vite, à cette image de sujet disciplinaire en difficulté, va être substituée durant les années 80 celle d'un sujet scolaire appréhendé sous sa facette sociale, en rupture avec les disciplines, voire avec l'école. Et d'ailleurs, on a des textes de Bernard Cherlot dans les revues professionnelles pour les enseignants euh, euh, de lycée d'enseignement professionnel. Ce deuxième glissement contribue à vider de sa substance le discours pédagogique relatif à l'enseignement des mathématiques qui s'est mis en place au moment de la réforme des maths modernes. Le concret n'est plus un horizon, une finalité, mais un trait d'esprit des élèves. Et l'activité renvoie davantage à un remède à la passivité qu'à des modalités de construction de connaissances. L'enjeu est donc moins d'aider les élèves à surmonter leurs difficultés en mathématiques, et Fabienne a rappelé qu'elles pouvaient être nombreuses, que de les réconcilier avec la discipline. Et de façon plus globale, l'enseignement général ou l'école avec lequel ils semblent être en rupture. À considérer les élèves à partir de leurs échecs, on conclut vite qu'ils ne sont pas intéressés par les disciplines du collège, notamment les maths et le français, qui participent au triage du public. Et donc que ces élèves sont intéressés par des savoirs moins abstraits et plus articulés à une pratique. Si les discours sur le faible niveau en mathématiques du public a peu varié au fil du temps, c'est surtout l'image que les acteurs éducatifs se font de lui qui s'est dégradée, conduisant alors à la mise en œuvre d'un enseignement de remédiation pour des élèves bien souvent désignés comme des manuels et non des intellectuels. Je ne vais pas revenir sur cette distinction absurde, mais elle structure en quelque sorte la façon dont l'institution pense les catégories de savoir au sein du lycée professionnel, mais aussi la possibilité de les articuler. Les glissements des représentations que les enseignants ou les inspecteurs ont des élèves contribuent à une baisse des attentes disciplinaires et parfois une perte de réflexion sur les contenus. Par exemple, un rapport de l'IGEN en 2016 sur les bonnes pratiques pose dès le début, comme préalable à la réflexion, le parcours scolaire souvent difficile et parfois douloureux des élèves. Ce qui amène à mettre en avant des pratiques pédagogiques qui placent en leur cœur l'activité, leur centre d'intérêt, la dynamique de projet, mais ne posent pas de façon centrale la réflexion sur ce qui est enseigné et ne discutent pas la distinction entre savoir, pratique et théorique. De même, dans le domaine des arts appliqués, une recherche a montré que les enseignants, notamment en bac pro, s'empêchaient en quelque sorte de mener un enseignement théorique sur le design, du fait du profil du public auquel il est destiné. Ces enseignants finissent par prendre en charge la majeure partie du travail réflexif dans les projets qu'ils proposent, laissant aux élèves des savoirs pratiques
des savoir-faire découpés, élémentarisés et qui, de fait, n'ont pas beaucoup de sens. Pour conclure sur ce premier point, il me semble que le lycée pro organise souvent les savoirs comme séparés entre pratique et théorique et peine, voire se met dans l'incapacité de les concilier compte tenu des représentations du public, perçu comme intéressé uniquement par la pratique et incapable de se saisir du théorique ou de l'abstrait. Concernant le second point que j'ai développé, qui porte sur les tensions relatives aux articulations entre formation professionnelle et générale. Tensions qui renvoient au débat autour des enjeux d'une formation méthodique et complète et transmission d'une culture technique qui traverse la formation professionnelle scolarisée dès sa mise en place, Vincent l'a rappelé. Il suffit de regarder les programmes ou d'étudier les discours des différents acteurs pour constater que les principes de formation de l'homme, du travailleur et du citoyen reste présent tout au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Il est indiqué, par exemple, dans les programmes de bac pro de mathématiques actuels, que la voie professionnelle concourt à la formation intellectuelle, professionnelle et civique des élèves. Pour ce faire, les programmes recommandent que toutes les disciplines concourent à l'acquisition d'une culture technique, donc les mathématiques, le français, etc., sans préciser vraiment de quoi il s'agit, et dont la transmission repose sur une articulation étroite entre différents enseignements qui doivent prendre plus ou moins pour référence centrale le métier et son apprentissage. Cette culture technique n'est pas simplement une culture centrée sur la tâche ou l'activité professionnelle. Elle s'oppose en fait à l'apprentissage machinal du métier en prenant sa valeur culturelle. Alors, je vais citer du coup Vincent. La culture technique telle qu'elle est définie à l'époque diffère de la culture générale ou scientifique en cela qu'elle est indissociable de l'activité qui la produit. Je ne vais pas revenir ici sur les enjeux politiques, philosophiques liés à la valorisation d'une culture ou d'un humanisme technique, notamment après la Seconde Guerre mondiale, pour donner des lettres de noblesse aux filières techniques et professionnelles. Ce qui m'intéresse, c'est comment s'actualisent, dans le cas de la formation professionnelle scolarisée, ces débats relativement anciens d'articulation entre formation générale et formation professionnelle. Deux positions en 1945 s'opposent, sans qu'il soit toujours évident de déterminer les groupes sociaux qui les portent. D'un côté, certains inspecteurs, formateurs, enseignants revendiquent que c'est par la participation à l'apprentissage du métier que les enseignements généraux font œuvre de culture. Matré, un formateur, dira c'est le caractère utilitaire, donc culturel, qui marque l'enseignement des mathématiques à l'école technique. Le Roland, directeur de l'enseignement technique, de façon plus générale, nous dit que l'enseignement culturel doit être utilitaire et avoir pour but le perfectionnement des connaissances générales élémentaires, indispensables au bon exercice du métier, en même temps que développement des qualités professionnelles. Je reviens ici sur ce que nous disait Vincent au début, notamment sur Fernand Canonge, qu'aux partisans de cette culture qualifiée d'ouvrière à l'époque s'opposent certains inspecteurs, directeurs d'établissements techniques ou formateurs, qui considèrent que la part culturelle des disciplines générales ne peut être entièrement réduite à son aspect utilitaire, même s'il ne conteste pas la portée éducative des liaisons. Et je reprends la citation de Fernand Canonge parce que je pense qu'elle est intéressante à rappeler à ce moment-là. L'enseignement technique associe l'apprentissage manuel à l'acquisition d'une culture technique, le tout couronné, donc placé au-dessus, par un enseignement général répondant aux curiosités désintéressées et aux besoins les plus généraux de l'esprit. Donc un enseignement général à travers le métier qui couronne l'apprentissage. Ce conflit devient une sorte de problématique fondatrice de l'enseignement technique. L'enseignement général doit-il comme encadrer la formation technique, technologique, ou bien au contraire, cette dernière doit-elle constituer l'axe fondamental de la formation? Et on va retrouver ce débat tout au long de l'histoire de la formation professionnelle. On va le voir. Mais à voir aussi que ces tensions-là entre formation générale et professionnelle ne se jouent pas uniquement entre les disciplines, elles se jouent aussi au sein même des disciplines. Par exemple, concernant la culture mathématique, est-ce qu'elle doit être définie par rapport au rôle que cet enseignement doit jouer dans la formation professionnelle et l'exercice du métier? Ou alors, est-ce qu'elle doit dépasser ce rôle et dans ce cas-là, être dégagée dans une certaine mesure de tout contexte productif? Tension donc entre une facette utilitaire de la discipline, qui doit répondre aux besoins de la formation, et une facette plus désintéressée, qui poursuit des objectifs disciplinaires propres et qui vise moins la transmission de savoir-faire que l'apprentissage du raisonnement et un travail sur les objets mathématiques. Cette tension renvoie à la fois au public,
hein, son niveau de recrutement, les représentations que s'en font les acteurs, j'en ai parlé, mais aussi au niveau théorique de la formation professionnelle, ou encore au rapport institutionnel entre formation générale et professionnelle. Quelques exemples. Dans les années 50, compte tenu du niveau nécessaire en mathématiques pour l'apprentissage du métier, et avec la participation, là je ne mettrai pas trop d'A parce qu'il y a les artisans, il y a les grandes industries qui participent dans les CNPC, on en a parlé, à l'écriture des programmes d'examen. Les programmes d'examen qui vont prendre la place des programmes d'enseignement. C'est la référence pour les enseignants. Et bien du coup, c'est la facette utilitaire qui est privilégiée de ce point de vue-là. À partir du milieu des années 60, avec l'évolution des techniques, une forte demande de polyvalence, ainsi qu'une évolution, une élévation du niveau de recrutement, l'enseignement mathématique va avoir tendance à s'inscrire davantage dans une perspective réflexive, tout en restant fortement centré sur des enjeux de formation professionnelle. L'articulation entre facettes générales et professionnelles repose ainsi à cette époque-là, toute cette période, sur la démarche pédagogique concret, abstrait, concret dont j'ai parlé précédemment. Et pour les enseignants du général, une bonne connaissance des besoins des disciplines professionnelles. Je cite ici, le professeur d'enseignement général a besoin de savoir comment on forge un outil ou comment on s'y prend pour patronner une paire de chaussures. Ce n'est que par la fréquentation assidue des ateliers de l'école technique que ces professeurs pourront avoir une idée exacte de la vie pratique de leurs élèves. Ce qui va marquer une rupture profonde et pose en quelque sorte le débat dans sa forme actuelle, à mon sens, hein, ce sont les réformes disciplinaires qui vont s'éparer durant les années 70, conjuguées à l'élévation du niveau de recrutement des enseignants de discipline générale. Il y a une forme de recentrage et de fermeture des enjeux de formation des enseignements généraux autour d'enjeux disciplinaires propres. Comme je l'ai indiqué précédemment, par exemple pour les mathématiques, l'objectif est d'abord de donner une vraie culture disciplinaire en mathématiques, puis de montrer aux élèves comment on s'en sert, mais vraiment par la suite. Mais privilégier la facette désintéressée devant celle utilitaire ne va pas sans heurts. Depuis cette époque, dans les revues professionnelles, dans les salles de professeurs en stage, les enseignants d'ateliers technologie et les professionnels se plaignent que les élèves n'apprennent plus rien d'utile en mathématiques et ne maîtrisent pas les bases. Les enseignants de discipline générale, eux, soulignent que les élèves ont du mal à construire du sens pour les apprentissages. À cette déprofessionnalisation de la formation générale va répondre certaines mesures institutionnelles et la mise en place de dispositifs pour assurer une articulation entre les enseignements, le recours à une démarche pédagogique concret, abstrait, concret et l'utilisation de situations professionnelles n'a pas vraiment donné les résultats escomptés. Par exemple, au moment de la création du bac pro en 85, de nombreux appels des milieux éducatifs et professionnels sont en faveur de la culture technique, présentés, nous dit Solo, comme le fondement d'un nouveau professionnalisme ouvrier. Les mathématiques sont désignées à cette époque comme faisant partie des disciplines professionnelles. Des tentatives sont faites pour fondre l'épreuve de mathématiques avec celle de technologie, la même épreuve. On essaye aussi, enfin on propose de faire du professeur de mathématiques un consultant qui interviendrait lorsque les enseignants du domaine professionnel en ont besoin, avec donc un horaire annuel variable selon les semaines. Alors, cette tentative pour dépasser les clivages entre formation professionnelle et générale ne vont pas perdurer. Et pour conduire à un rapprochement entre les disciplines et en essayant de maintenir une articulation entre les deux facettes des enseignements, eh bien, on a eu les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, les enseignements généraux, la spécialité, la co-intervention, le chef-d'œuvre, sans compter les multiples projets menés par les enseignants de différentes disciplines au sein des établissements scolaires. Alors, pour moi, là, il semble difficile de dresser un bilan de ces différents dispositifs. Je ne vais pas éluder la question, mais c'est difficile d'y répondre parce que déjà, on ne peut pas dire que la recherche en soit beaucoup emparée. Déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui travaillent sur l'enseignement professionnel. Il ne faut pas compter sur des chercheurs, par exemple, en didactique des mathématiques pour aller regarder ce qui se passe. Et on a peu mesuré scientifiquement les effets. Or, on a besoin d'objectivation, à mon sens. Car ce qui est mis en avant le plus souvent, ce sont les bonnes pratiques, pour reprendre le titre du rapport de l'IGEN, d'enseignants généralement très engagés. Ce qui ressort des quelques études, notamment une étude menée par Nicolas Diver et Marie-France Rossignol, là publiée dans la revue Recherche en didactique en 2023 sur la co-intervention, c'est une forme de bricolage par les professeurs pour articuler les différents enseignements, les différents savoirs.
Ces dispositifs, finalement, il s'agit de mettre à chaque fois des professeurs de disciplines professionnelles et générales entre eux, autour d'un projet, généralement professionnel, parfois culturel. On peut penser par exemple à Apprenti lycéen au cinéma. Projet censé fédérer les enseignements en espérant que quelque chose se passe. Je ne dis pas ici qu'il ne se passe rien, mais que le problème, c'est que les enseignants ne semblent pas avoir les moyens de construire réellement quelque chose qui permettrait de concilier les relations entre différentes catégories de savoir. Pour ça, il faudrait déjà qu'ils soient au clair sur les enjeux de l'enseignement. Former un élève mathématicien, un utilisateur intelligent des mathématiques, un technicien capable d'utiliser les maths comme une technologie intellectuelle. Il faudrait aussi qu'ils soient au clair sur les enjeux épistémologiques de ce type de dispositif, et donc sur les savoirs, et qu'ils soient en mesure de discuter sur ce registre, et pas simplement sur le registre pédagogique. C'est pour ça que j'ai pas fait de PowerPoint, parce qu'on a tendance à valoriser ce que j'appellerais le son et lumière, dans lequel il faut intéresser les élèves avec des vidéos, des PowerPoint, mais où sont les contenus à l'intérieur? Mystère. Ceci est d'autant plus important que l'arrivée des compétences ces dernières années conduit parfois à une invisibilisation des connaissances au profit du faire dans des situations. Ainsi, à la dernière question sur les acquis pédagogiques que l'on pourrait étendre, comme je l'ai indiqué, je pense qu'il faudrait questionner ces acquis, car ils reposent souvent sur des profs surinvestis. Et ce sont des acquis gagnés à prix fort et qui ressemblent un peu à des châteaux de sable qui disparaissent une fois que leur instigateur est parti. Et d'autre part, certains effets restent à démontrer. Mais pour répondre tout de même à la question, je commencerai par rappeler que la doctrine pédagogique de la filière professionnelle vise depuis toujours à associer action et réflexion. Elle est pensée comme une pédagogie qui permet une interaction entre le savoir et sa mise en pratique pour amener les élèves à penser pour agir, à la différence des pédagogies traditionnelles qui peuvent viser à penser pour parler, tel que c'est défini à l'époque. Elle repose notamment sur le rôle central accordé à l'élève, ses centres d'intérêt, son activité. Cette centration sur les besoins des élèves et non sur les besoins disciplinaires est sans doute une réflexion que l'on pourrait étendre aux filières générales et techniques. Cette réflexion-là est présente au primaire dans certains dispositifs, car elle est en étroite filiation avec les pédagogies alternatives utilisées dans certaines écoles, mais relativement absente dans une forme plus aboutie du secondaire. L'autre point, c'est la réflexion sur l'articulation entre les enseignants. Il ne me semble pas que cette réflexion soit menée sur les bons registres. Elle est présente, très présente sur le registre pédagogique, parfois organisationnel, mais peu présente sur le registre épistémologique, alors que ça serait nécessaire. Néanmoins, il me semble qu'elle est presque absente des réflexions dans les filières générales, compte tenu de la clôture disciplinaire dans ces filières, qui valorise d'abord le développement d'une culture disciplinaire propre. Les profs de maths et les profs de sciences physiques traitent tous deux les résolutions d'équations différentielles de façon différente, l'une référée à Leibniz, l'autre référée à Newton, et on ne discute pas. Finalement, et j'en conclus ici, plus que de parler d'acquis, je parlerai de point de vue fondateur pour la formation professionnelle. Un point de vue sur la construction d'une culture qui articule les différentes disciplines. Un peu, je dirais, comme ce qui a été tenté au niveau de la culture scientifique au lycée, avec les suites que l'on sait. Point de vue qui place aussi en son cœur l'élève. Pour moi, ça serait ce point de vue qui serait à diffuser, un peu plus largement dans le secondaire, très centré sur la transmission de savoir à des apprenants, à des esprits, plutôt finalement qu'à des élèves. Et je vous remercie de votre attention.